Du coup, pour ceux qui nous rejoignent et qui éventuellement viendraient pour la première fois, c'est le deuxième épisode d'une série que j'ai commencé sur l'école autrichienne. Donc le but, c'est juste d'essayer d'en transmettre les concepts fondamentaux. Évidemment, je rentre pas dans tous les détails et dans une complexité dingue parce que le but, c'est de garder ça quand même assez didactique et pas de faire un cours magistral. Si vous avez des questions, que vous voulez participer, faire des remarques ou quoi que ce soit au fil de la conversation et tout, n'hésitez pas à demander la parole, hein. Et du coup, cette fois-ci, on va parler du rapport de la monnaie et l'école autrichienne, et surtout enfin, de la vision que les Autrichiens ont de la monnaie et de ce qu'ils peuvent nous en dire. Et comme vous allez le voir, ça nous mène en ligne droite directement à Bitcoin, à tel point que, en fait, on peut quasiment considérer, comme j'avais écrit dans un article, que Bitcoin est la réalisation technologique de l'idéal monétaire autrichien. Je pense que si on avait donné enfin, si on avait montré Bitcoin à des gens comme Mises, Hayek, etc., ils auraient compris très très rapidement l'intérêt de la chose parce que ça rejoignait directement leur réflexion sur finalement qu'est-ce que ce serait la monnaie idéale dans un monde idéal. Du coup, pour reprendre très rapidement et faire le lien avec ce que j'avais essayé d'expliquer durant la première séance, qui était euh, dédiée à la question de la valeur. Et du coup, on avait vu que la valeur est subjective, qu'elle est fixée à la marge, et que parce que la valeur est subjective et que notre temps est rare, finalement, on a un intérêt à la division du travail, on a intérêt à se spécialiser à certaines tâches et à échanger avec d'autres personnes qui vont produire d'autres biens et d'autres services de manière à répondre à nos besoins. Et donc, c'est une transition assez naturelle dans la mesure où toute cette idée de division du travail n'a de sens que si effectivement, après, on peut rentrer dans l'échange de manière à échanger les surplus que nous on a avec les surplus que d'autres ont. Si on regarde un petit peu historiquement comment ça s'est fait, euh, on va dire à l'époque d'Homo sapiens, notre ancêtre anthropologique direct, on s'aperçoit que il n'y a pas vraiment de monnaie qui circule. C'est-à-dire que à l'époque, on était établi en petites communautés, en général avec un maximum de 100 individus, et donc l'essentiel des échanges était fait en fait par la dette. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, une personne pouvait apporter une contribution et elle demandait rétribution à un autre moment dans le futur. Et parce que on était dans un format social assez limité, c'est-à-dire avec un nombre de personnes assez limité, notre mémoire suffisait à garder trace des contributions de chacun et à faire en sorte d'établir un système de réputation de manière à ce que ce ne soit pas tout le temps les mêmes qui contribuent et tout le temps les mêmes qui consomment sans jamais contribuer à rien. Le problème, c'est que quand on passe à l'échelle, ça marche plus du tout. Et comme on l'a vu du coup au cours du dernier podcast, la division du travail a d'autant plus d'intérêt qu'elle s'établit sur une échelle vaste parce que, assez logiquement, ça fait plus de spécialisation, plus de détours de production. Ça, c'est quelque chose dont on parlera et enfin, dont on a parlé dans l'épisode suivant. Mais bref, tout ça pour dire que l'intérêt de la division, enfin, plus le scope de la division du travail est grand, plus elle a d'intérêt. Et donc, on n'a pas envie de pouvoir échanger juste avec une dizaine ou peut-être une centaine de personnes, mais plutôt avec le plus de personnes possible. Et il se trouve que on a une limitation cognitive à la capacité, enfin, dans notre capacité à retenir des interactions complexe avec un nombre élevé de personnes. Euh, cette limitation, c'est quelque chose qu'on appelle en psychologie le nombre de Dunbar, du nom du gars qui l'a mis en lumière dans les années 90. Et donc, ça se situe en général à peu près 150 jusqu'à 250 personnes. Ça dépend effectivement en fonction des individus. Mais vous pouvez le constater, je pense, dans votre expérience personnelle. Vous allez avoir du mal à vous rappeler de manière assez précise des interactions ou des caractéristiques, des relations que vous avez eues avec un nombre de personnes qui excède cet ordre de grandeur-là. Et donc, si on revient un petit peu à la perspective historique sur cette question-là, dans un essai qui s'appelle Shelling Out, le sous-titre, je crois, c'est The Origins of Money.
Nick Szabo, qui est un des pionniers de Bitcoin et de la cryptographie moderne en général, et d'ailleurs même aussi qui a beaucoup écrit aussi sur des sujets sociaux qui s'y rapportent, nous explique que par contre, si on ne trouve pas de traces d'échange par la monnaie au sein d'une tribu, on trouve par contre des traces d'échange en utilisant des proto-monnaies entre différentes tribus. Pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire que parce que ces tribus vivent pas exactement aux mêmes endroits, sont pas peuplées par les mêmes individus, développent pas forcément les mêmes techniques, les mêmes cultures, etc. Elles vont peut-être produire des biens qui n'existent pas dans d'autres tribus, et donc les tribus ont intérêt à échanger les unes avec les autres. Et parce qu'elles n'ont pas une existence commune, qu'elles partagent pas forcément le même territoire, les mêmes familles, le même graphe social, on dirait, bah, elles peuvent pas se faire confiance de manière directe, et donc elles arrivent directement au problème de finalement pouvoir faire des échanges dans le temps, euh, tout en ayant une certaine confiance dans les personnes avec qui elles transactent. Et comme cette confiance ne peut pas être directe, il va falloir trouver un relais de confiance, et c'est à ce moment-là finalement qu'intervient la monnaie. Euh, en langage technique, entre guillemets, quand on essaye d'échanger avec un intermédiaire, c'est-à-dire non pas d'échanger directement ce qu'on appelle le troc. Donc, par exemple, je vous échange une pomme contre une orange, mais plutôt je vous échange une pomme contre un jeton qui est signifiant de valeur que je vais pouvoir ensuite utiliser auprès de quelqu'un d'autre pour obtenir une contribution de valeur équivalente. C'est ce qu'on appelle l'échange indirect. Et c'est ce qu'on appelle usuellement l'échange en monnaie. Hein. Euh, et du coup, l'essentiel finalement de l'intérêt de l'échange indirect, c'est que ça nous permet du coup de porter la division du travail jusqu'à des gens à qui on n'a pas forcément une capacité de confiance directe. Donc vous imaginez par exemple finalement les gens qui ne se situent pas dans votre cercle direct de votre famille, vos amis, etc. Bah, en gros, c'est des gens avec qui vous pourriez difficilement échanger sur la base de dettes qui ne seraient pas garanties par un système juridique, donc qui engagerait juste votre réputation et votre confiance. Et pourtant, vous avez quand même un certain intérêt, bah, par exemple, à aller prendre un café quand vous êtes près de chez vous, ou même quand vous déplacez ou que vous êtes en voyage. Et donc, dans toutes ces situations-là, vous allez avoir un énorme bénéfice à pouvoir échanger avec ces gens-là, et pour ça, vous allez le faire de manière indirecte en utilisant la monnaie. Ce que nous disent les Autrichiens, et notamment Ludwig von Mises, c'est que la raison fondamentale pour laquelle on a besoin de monnaie, c'est parce que le futur est incertain. Et c'est une idée qui est pas forcément évidente à comprendre comme ça intuitivement, mais qui, à mon avis, était extrêmement puissante parce que elle permet de rassembler en une idée unique ce que d'habitude on décline dans plusieurs dimensions, ce que les économistes appellent d'habitude la double coïncidence des besoins. Donc cette idée que finalement, pour échanger, il faut que on arrive à se mettre d'accord sur un échange entre deux biens et services. À un moment précis du temps et à un endroit précis de l'espace, et que bah, c'est très rare qu'effectivement on soit en présence d'une personne qui a exactement à nous fournir ce que l'on désire, et que l'on puisse également, au moment où on désire cette chose-là, lui fournir une contrepartie qu'elle-même elle désire, qu'on en ait tous deux les proportions équivalentes, etc., etc. Donc tout ça, c'est des conditions qui sont hyper compliquées à remplir, et donc du coup, les économistes classiques, on va dire, nous expliquent qu'on utilise la monnaie parce que le problème de double coïncidence des besoins fait que c'est pas du tout pratique de recourir au troc dans la vie de tous les jours. Et en fait, donc ce que je disais, c'est que Mises, lui, par exemple, aborde cette question-là par un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'il fait une expérience de pensée et il se dit, finalement, si j'étais capable de connaître l'avenir avec certitude, je pourrais savoir exactement de quoi j'aurais besoin dans le futur. Je pourrais également savoir exactement de quoi auraient besoin les gens avec qui j'échangerais pour obtenir ce dont j'ai besoin. Et donc, en fait, j'aurais absolument pas besoin de cet intermédiaire pour effectuer des échanges indirects, parce que je pourrais tout simplement stocker les besoins les biens dont j'ai besoin dans le futur, ou alors stocker les biens que je vais utiliser pour échanger avec ceux qui ont dans le futur les biens, pardon, dont j'aurai besoin à ce moment-là.
Et donc, si on fait cette expérience de pensée, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment notre incapacité à connaître avec précision nos besoins futurs, l'état de la disponibilité de certaines ressources, quels seront les besoins des autres dans le futur, qui fait qu'on a besoin de monnaie. Et également, ça nous indique aussi quelque chose d'assez fondamental, qui est que on utilise la monnaie au sens où on détient de la monnaie en surplus de ce dont on a besoin pour un échange immédiat, pour conjurer cette incertitude vis-à-vis du futur. C'est-à-dire que on présente souvent la monnaie comme un médium de l'échange, et en fait, c'est une vision qui est très réduite parce que comment dire, ça oublie toute la dimension temporelle de nos vies, qui fait que, ok, certes, si je veux là demain aller prendre une bière en bas si je veux là maintenant aller prendre une bière en bas de chez moi, je vais avoir besoin de monnaie pour pouvoir payer le brassier. Maintenant, j'ai aussi besoin de monnaie parce que peut-être que demain, après-demain, dans 6 mois, dans 10 ans, je vais avoir des besoins à assouvir que je ne connais absolument pas aujourd'hui, et je ne sais absolument pas non plus ce que je peux garder sous la main aujourd'hui pour pouvoir assouvir ces besoins dans le futur en échangeant avec quelqu'un d'autre qui, lui, disposerait de ce dont j'aurais besoin ou envie dans le futur. Et donc, pour conjurer ce problème d'incertitude, bah, finalement, je vais garder sous la main quelque chose que je sais qui va être accepté avec certitude dans le futur. Et donc, encore une fois, on a cette idée que la monnaie, elle ne sert que parce qu'on va transacter avec d'autres gens, pas forcément aujourd'hui, mais aussi dans le futur. Et donc, finalement, le besoin auquel elle répond, c'est à la fois l'échange aujourd'hui, mais l'échange demain. Et donc, ça doit être quelque chose qui nous donne une certaine certitude, et une certaine certitude quant à l'acceptabilité euh, que les autres vont donner à cette chose-là. Et donc ça nous ramène à une idée aussi fondamentale qui est que finalement la monnaie, c'est une institution sociale, c'est-à-dire qu'elle nous sert que dans la mesure où d'autres vont l'accepter. Lorsque l'on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui peut être une bonne monnaie, essentiellement la réponse assez évidente, c'est bah, ce que les autres acceptent comme monnaie. C'est une forme de consensus social. En pratique, on va avoir beaucoup d'écoles de pensée en économie, notamment les marxistes, qui du coup, à partir de cette idée-là, nous disent, bah, finalement, ça veut dire que la monnaie, c'est une hallucination collective et que n'importe quoi pourrait être une monnaie. Euh, Moi et à peu près tous les gens qui ont étudié l'économie autrichienne se mettent en porte-à-faux avec cette idée parce que ils se rendent bien compte, parce qu'on se rend bien compte que on ne pourrait pas utiliser absolument n'importe quoi comme monnaie parce que étant donné que finalement la monnaie est un outil qui répond à un certain besoin, encore une fois, pouvoir réaliser des échanges avec d'autres euh, n'importe où dans l'espace et à n'importe quel moment dans le temps, mais il va falloir que cet outil social ait certaines propriétés, ou tout du moins le support qui permet cette institution sociale ait certaines propriétés. Et notamment parce que on veut qu'il y ait cette acceptabilité, non pas aujourd'hui, mais aussi dans le futur, on va déjà, par exemple, avoir besoin de biens qui sont durables. Également parce que le but, c'est de pas, c'est de pouvoir échanger avec des personnes avec qui on n'a pas forcément des relations de confiance très établies. Bah, on va vouloir que cette monnaie elle soit facilement vérifiable. C'est-à-dire qu'au moment de l'échange, chacune des deux parties puisse facilement et avec peu de ressources vérifier que bah, c'est bien un objet qui a les qualités sur lesquelles on s'accorde. Donc, par exemple, si on prend de l'or, bah, on veut pouvoir vérifier que c'est bien de l'or et pas du tungstène et pas juste quelque chose qui serait plaqué or, etc., etc. De la même manière, quand on utilise des billets de banque, c'est la raison pour laquelle il y a des filigranes et des signes distinctifs dessus. On veut pouvoir s'assurer assez facilement que c'est un vrai billet et pas un faux billet. Euh, Également, on aimerait bien que cette monnaie elle soit divisible, tout simplement parce qu'on ne va pas toujours échanger des choses de valeur équivalente. Et donc, si par exemple je vends aujourd'hui ma maison, j'aimerais bien ne pas avoir à redépenser toute la somme lorsque je vais acheter une pomme demain. Et donc, bah, si on revient à la monnaie fiat, en tout cas aux billets de banque et aux pièces, c'est aussi pour ça qu'on a des dénominations différentes. C'est juste pour permettre cette divisibilité. De la même manière, on veut que la monnaie elle soit fongible, c'est-à-dire que on ne puisse pas distinguer facilement deux unités monétaires l'une de l'autre. Les biens non fongibles,
comme les magnifiques pointeurs de JPEG qui ont rendu le monde débile depuis à peu près 18 mois, fonctionnent très mal comme monnaie, au même titre qu'un Picasso fonctionne très mal comme monnaie, ou qu'un Rembrandt fonctionne très mal comme monnaie, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire des comparaisons équivalentes, parce que deux Rembrandts sont jamais les mêmes, deux Picasso sont jamais les mêmes, et que à la fin de la journée, la monnaie permet aussi le calcul économique, et donc il faut qu'un sou soit un sou, entre guillemets. On m'a dit également qu'il faut qu'elle soit durable. Une autre propriété importante, c'est qu'elle soit résistante à la censure. Si vous voulez avoir la certitude de pouvoir l'utiliser dans le futur, il faut que cette certitude, elle ne soit pas basée sur un intermédiaire ou sur la confiance que vous avez en quelqu'un. Sinon, à ce moment-là, on revient à notre situation initiale et vous pouvez utiliser de la dette, c'est-à-dire du crédit. Donc, même l'étymologie du terme nous renseigne à cet égard-là. Crédit, ça vient de credo en latin, qui veut dire faire confiance. Et du coup, si vous avez besoin de faire confiance à un intermédiaire pour pouvoir utiliser votre monnaie, ça s'appelle du crédit et c'est quelque chose qu'on dit qui n'a pas de résistance à la censure. C'est-à-dire que parce qu'il y a l'implication de cet intermédiaire dans la relation d'échange, il y a aussi la possibilité pour cet intermédiaire de vous empêcher de rentrer dans l'échange. Et donc, par définition, tous les instruments de crédit sont des formes de médium d'échange qui ne sont pas résistants à la censure. Donc tout ça pour dire que c'est assez important aussi qu'une forme de monnaie soit résistante à la censure, notamment quand on reste dans cette définition, j'ai envie de dire, praxéologique de la monnaie, c'est-à-dire vraiment cet intermédiaire de l'échange qui est direct, qui ne requiert pas d'intermédiaire de confiance, qui ne requiert pas de fiduciarité, qui ne requiert pas de crédit, qui ne requiert pas de confiance. Tous ces mots-là ont la même racine et c'est pas pour rien. Euh, Enfin, on aimerait bien que cette monnaie ait un historique établi, tout simplement parce que, comme on l'a vu, c'est une relation mimétique. C'est-à-dire que je vais plutôt utiliser tel instrument pour détenir des balances liquides, c'est-à-dire pour détenir de la monnaie que je vais pouvoir utiliser auprès de quelqu'un d'autre demain, parce que je sais que cette personne reconnaît socialement cet objet comme monnaie et donc qu'elle va l'accepter. Et ça, finalement, ça revient à dire, bah, il y a une forme d'historique qui fait que hier, on a accepté cette forme de monnaie, donc on a une certaine garantie sur le fait que demain, elle sera encore acceptée. À cet égard-là, les différentes monnaies n'ont pas forcément la même réputation. Une monnaie qui vient d'être lancée, comme Bitcoin par exemple, n'a pas forcément une réputation établie dès le premier jour, même si elle propose des garanties énormes. À l'inverse, quelque chose qui est utilisé comme monnaie depuis 5000 ans, comme l'or, bah, va avoir une réputation établie assez énorme un peu partout sur la planète, et donc on va pouvoir l'utiliser facilement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une certaine quantité de propriétés qu'on va chercher à avoir dans une monnaie et que ces propriétés sont le reflet direct du besoin auquel on cherche à répondre lorsqu'on utilise de la monnaie. Et encore une fois, ce besoin, c'est de pouvoir rentrer en échange, faire des transactions avec le nombre le plus grand de personnes et à n'importe quel moment de l'espace et à n'importe quel moment du temps. Euh, Enfin, parce que ces relations doivent pouvoir s'établir à n'importe quel moment du temps, eh ben, on aimerait bien que cet instrument d'échange soit rare. Et ça, je pense que vous comprenez assez simplement pourquoi. Si on imagine par exemple utiliser, je ne sais pas, des feuilles d'arbre comme monnaie, le problème qu'on va avoir, c'est que ces feuilles d'arbre vont avoir une valeur qui est supérieure à leur simple valeur d'usage, c'est-à-dire l'utilité qu'on peut avoir pour des feuilles d'arbre à titre décoratif ou je sais pas pour démarrer son feu ou je sais pas quoi d'autre. Mais si on les utilise comme monnaie et qu'il y a un consensus social sur le fait que c'est une monnaie, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse hallucination collective des marxistes, et ben, elles vont avoir ce qu'on appelle un premium monétaire, c'est-à-dire qu'elles vont être demandées pour autre chose que leur utilité première, et donc elles vont du coup se voir dotées d'un prix supérieur sur le marché parce qu'elles vont être plus demandées. Parce que le prix de ces feuilles d'arbre va augmenter, à ce moment-là, du coup, il y a un intérêt pour des gens à utiliser leur temps pour essayer d'en produire plus, parce que comme ça, ils vont pouvoir obtenir d'autres biens et services en les échangeant avec d'autres producteurs. Parce qu'il y a cette motivation, du coup, on peut avoir la certitude qu'il y a plein de gens qui vont mobiliser leurs ressources, leurs talents et leurs efforts pour essayer de produire des feuilles d'arbre. Comme c'est pas très très compliqué d'augmenter la quantité de feuilles d'arbre, on va se retrouver dans une situation où tous les gens qui détiennent des feuilles d'arbre pour essayer de se prémunir de l'incertitude contre le futur vont voir leur pouvoir d'achat présent se diluer. À ce moment-là, du coup, ils vont se rendre compte que la monnaie qu'ils ont stockée et qui représente
leur temps rare et leurs efforts bien réels, elle ne peut pas être utilisée dans sa pleine fonction, notamment en tant que réserve de valeur. Et donc, du coup, ils vont se reporter sur quelque chose qui va être beaucoup plus facile à fabriquer, ou tout du moins quelque chose, en tout cas, dont l'offre est difficile à augmenter comme ça rapidement. Et donc, on arrive finalement, lorsqu'on raisonne comme ça, à la propriété la plus fondamentale de la monnaie. C'est-à-dire que les propriétés qu'on a établies avant, la divisibilité, la portabilité, la vérifiabilité, la fongibilité, la durabilité, la résistance à la censure et le fait que la monnaie est un historique établi, sont certes importantes, mais elles sont beaucoup moins importantes que la rareté et enfin que la rareté présente et future, tout simplement parce que ces propriétés de divisibilité, de portabilité, etc., etc., en fait, elles peuvent être rajoutées par une couche supérieure, dont on va parler un petit peu plus après, alors que la rareté et la résistance à la copie, ce que moi j'appelle la résistance à la copie, c'est-à-dire la difficulté à reproduire un bien et donc la difficulté à augmenter son offre trop facilement, c'est quelque chose qui peut être difficilement obtenu par une deuxième couche. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fondamental. Et donc, c'est pour cette raison-là que lorsque sont rentrées en concurrence différentes monnaies dans l'histoire, notamment par des rapprochements de civilisations à travers des guerres, des extensions d'empires, des établissements de relations commerciales, des exodes, etc., on se rend compte très rapidement, comme l'établit très bien Safe Dynamus dans le Bitcoin standard, que c'est toujours la monnaie la plus dure, c'est-à-dire celle dont l'offre est la plus inélastique, la plus difficile à augmenter, qui s'impose. Et il l'exprime en une seule phrase qui, je pense, résume tout le sujet. L'histoire nous enseigne que l'on ne peut pas se prémunir du fait que d'autres détiennent une forme de monnaie plus dure que la nôtre. Donc ça veut dire que si, par exemple, comme la Chine au 19e siècle, vous utilisez l'argent comme monnaie et que d'autres nations utilisent l'or, parce que l'or est plus rare à la surface de la Terre que l'argent, en une année, on va produire moins d'or que d'argent. Donc, l'offre future d'or sera inférieure à l'offre future d'argent. Donc, pour les mêmes raisons, le prix relatif de l'or par rapport à l'argent sera supérieur. Et donc, avec une certaine quantité d'or, un certain poids d'or, vous pourrez sécuriser plus de ressources, obtenir plus de ressources dans l'échange que d'argent. Donc, si vous gardez l'argent comme monnaie pendant un certain temps, vous allez remarquer que les gens qui utilisent une monnaie plus dure, ici l'or, ont un développement économique plus rapide. Ils se font moins spolier leur travail, ils peuvent sécuriser plus de ressources, mobiliser plus de ressources, obtenir du coup plus de surplus, avoir plus d'activité économique, plus de productivité. Et au bout d'un moment, il y a un décalage qui se crée entre les deux niveaux d'activité. Et si vous observez la situation, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que c'est lié au fait que vous utilisez une monnaie qui est plus faible que votre voisin. Et donc, très rapidement, vous avez une incitation à utiliser sa monnaie, ce qui fait qu'il y a une convergence en stratégie où chacune des communautés, finalement, va trouver son intérêt propre à utiliser cette monnaie qui est la plus dure, qui est plus dure que les autres. Donc tout ça pour déboulonner l'idée complètement stupide des marxistes que la monnaie est une hallucination collective qui pourrait avoir pour objet absolument n'importe quel instrument ou absolument n'importe quel réceptacle. En réalité, pas du tout. Il y a des propriétés objectives et fondamentales de certains biens qui en font de meilleure monnaie que d'autres. Et essentiellement, ça vient du besoin auquel répond la monnaie. Et finalement, ce besoin, en essence, c'est pouvoir faire des transactions aujourd'hui et demain avec le plus d'individus possible et avec le moins de confiance possible. Et parce que on veut pouvoir effectuer ces transactions, on a besoin que cette monnaie soit divisible, qu'elle soit portable, qu'elle soit vérifiable, qu'elle soit fongible, qu'elle soit durable, parce qu'on veut que ces échanges s'établissent dans le temps, qu'elle soit résistante à la censure, parce qu'on n'a pas envie de faire confiance à quelqu'un, ou d'avoir besoin surtout de faire confiance à quelqu'un pour pouvoir avoir la disposition de notre pouvoir d'achat. On a besoin que cette monnaie ait un historique établi parce qu'on veut qu'elle soit acceptable. Safe Dynamus dans le Bitcoin standard parle de saleability et les économistes autrichiens parlent de saleability, ce qu'en français on pourrait traduire par la vendabilité, ce qui en fait traduit l'idée d'acceptabilité par le plus grand nombre. Et enfin, on veut que la monnaie soit rare, c'est-à-dire que, encore une fois, son offre soit inélastique, qu'elle soit difficile à produire.
Euh, et donc, encore une fois, la plus importante de toutes ces propriétés, c'est la réserve de valeur, parce que c'est quasiment la seule, ou plutôt c'est la seule, même à mon avis, qui ne peut pas être reproduite artificiellement à travers une monnaie de deuxième couche. C'est pour ça, et pour cette raison unique, que l'or s'est imposé comme monnaie dans l'histoire. Les propriétés chimiques de l'or en font une parfaite réserve de valeur. Déjà parce qu'il est complètement inoxydable, il est virtuellement indestructible, et du coup ça fait que tout l'or qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité est quasiment toujours présent aujourd'hui à la surface de la planète. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, ça fait que la production annuelle actuelle d'or représente une très faible part du stock existant, ce que l'on peut mesurer par ce qu'on appelle le ratio de stock à flux, ou stock to flow ratio en anglais, et qui du coup vient définir numériquement la rareté relative d'un bien par rapport à un autre, et ça notamment dans son développement futur. Plus le ratio stock à flux est élevé, plus on a de certitude que le stock futur sera relativement inférieur au stock futur des autres biens. Et donc, c'est ça qui nous garantit qu'on va pouvoir transférer du pouvoir d'achat dans le temps, c'est-à-dire qui nous garantit la fonction de réserve de valeur de la monnaie. En revanche, les autres fonctions, comme par exemple la divisibilité, la portabilité, etc., qui ne sont pas du tout abouties dans l'or, par exemple, transporter de l'or d'un point A à un point B sur la planète, c'est dangereux, on peut facilement se le faire exproprier, enfin, c'est quelque chose qui est lourd, qui du coup va être coûteux à transporter. De la même manière, c'est pas un métal qui est très facile à vérifier. Il y a beaucoup de difficultés enfin, sans avoir d'instruments chimiques ou de balance à sa disposition, c'est pas du tout facile d'arriver à déterminer quelle quantité d'or, quelle pureté on a en présence. Donc ça rend les transactions de pair à pair assez difficiles. De la même manière, c'est un métal qui n'est pas forcément toujours facile à diviser. Et notamment, si on veut effectuer des toutes petites transactions, acheter une baguette de pain, payer un café, etc., on se retrouve avec des quantités absolument infinitésimales d'or, et donc c'est facile de les perdre, etc., etc. Et donc, c'est pas du tout pratique. Du coup, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que l'or a quand même été sélectionné par le marché comme la monnaie la plus efficace, pour les raisons qu'on a dit, notamment parce que c'est une bonne réserve de valeur, la meilleure réserve de valeur. Pourtant, il n'arrivait pas à remplir toutes les fonctions que l'on désirerait avoir sur une monnaie. Et pour cette raison-là, il y a une deuxième couche qui, organiquement, quasiment, j'ai envie de dire, est venue se plaquer sur l'or, qui, elle, est une couche de monnaie de crédit, et qui est une forme d'instrument fiduciaire, donc qui requiert la confiance d'intermédiaires, et qui est venue combler les limitations de l'or. Donc en pratique, si on regarde par exemple à l'époque du Moyen Âge, on voit émerger des instruments comme ce qu'on appelle des lettres de change ou des certificats de dépôt, qui en fait sont des signatures apposées sur un document papier par une institution de dépôt, essentiellement un orfèvre ou éventuellement un tailleur de pierre ou un magasin réputé dans une communauté, ce genre d'institution-là, enfin ce genre d'acteurs-là, qui du coup viennent apposer leur signature, donc donner leur confiance et indiquer qu'il y a bien une certaine quantité d'or qui a été déposée par le porteur du papier auprès de leurs institutions. Muni de ce papier, le porteur peut l'utiliser auprès d'une autre institution avec laquelle il forme un réseau dans l'espace et dans le temps, de manière à obtenir la conversion de ce papier en or à un autre endroit. Donc, si par exemple vous êtes un marchand dans la Venise du XIVe siècle et que vous voulez acheter des produits dans le nord de l'Europe pour ensuite aller les revendre dans le sud de l'Europe, donc dans le nord de l'Italie, plutôt que de trimballer de l'or qui, encore une fois, est dangereux, coûteux, etc., etc., vous allez déposer votre or chez un orfèvre à Venise, il va vous donner une lettre de change ou un certificat de dépôt que vous allez pouvoir utiliser chez un de ses confrères à Anvers, et à ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer votre or. En pratique, étant donné que c'est beaucoup plus facile de transporter des morceaux de papier, qu'on peut les contresigner, qu'on peut en modifier la valeur et donc les rendre divisibles, etc., etc., très rapidement, ces morceaux de papier ont été utilisés directement comme moyen de paiement. C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins été réclamés la rédemption du bout de papier contre de l'or auprès d'institutions émettrices,
et ont plutôt continué, ont plutôt, pardon, utilisé ces bouts de papier comme monnaie pleine, c'est-à-dire qu'ils les ont gardés comme réserve de valeur et les ont utilisés pour effectuer leurs transactions de tous les jours, si bien que très rapidement, les métaux précieux et notamment l'or sont graduellement sortis de la circulation et en lieu et place, on a trouvé essentiellement donc cette monnaie de deuxième couche, cette monnaie de crédit, ces instruments fiduciaires que sont les lettres d'échange ou les monnaies papier. J'en profite pour faire une petite digression. Les lettres de change, en fait, c'est l'ancêtre du Lightning Network. Si vous réfléchissez 2 secondes à ce que c'est Lightning, en fait, Lightning, c'est une certification cryptographique du fait que a bien été mis en gage une certaine quantité de Bitcoin qui vont permettre l'établissement de relations de débit et crédit entre deux personnes. La différence, elle se situe plutôt au niveau du fait que avec une lettre de change ou un certificat de dépôt, vous allez avoir besoin d'une certaine confiance entre le porteur et l'émetteur, alors que dans Lightning, parce qu'on s'appuie sur la vérifiabilité de l'actif sous-jacent, c'est-à-dire Bitcoin au sens l'actif qui existe sur la couche 1, et parce qu'on s'appuie sur les propriétés de la cryptographie, on n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit. Donc on a, pour la première fois dans l'histoire avec Lightning, une sorte de protocole de deuxième couche qui permet la transmission d'un actif qui est le même que l'actif sur la première couche, mais qui a des propriétés encore supérieures parce que le protocole rend Bitcoin encore plus portable, le protocole Lightning, pardon, rend Bitcoin encore plus portable dans le sens où les transactions peuvent être faites pour un coût moindre et beaucoup plus rapidement. Et à cet égard-là, en fait, c'est exactement le même système que les lettres de change, qui elles-mêmes sont des jeux de signature hein, et de preuves de dépôt, mais avec la propriété très désirable et très intéressante qu'on n'a pas besoin de faire confiance à qui que ce soit pour que ça fonctionne. Ce qui, encore une fois, je le rappelle, fait partie des propriétés et des caractéristiques fondamentales que l'on veut dans une monnaie. Euh, 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 c'est John Pierpont Morgan, donc le fondateur de JP Morgan, qui vivait, pour vous donner une idée, à peu près à la fin du 19e, début du 20e siècle, qui disait Gold is money and everything else is credit. Et en fait, ce qu'il voulait dire par là, c'est exactement ce que j'essaie d'expliquer présentement. C'est-à-dire que la monnaie, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas fiduciaire. Normalement, on ne doit pas avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit pour l'utiliser. On dit même parfois en économie que la monnaie a un pouvoir libératoire, c'est-à-dire que c'est la seule chose qui est unanimement acceptée pour éteindre une dette. Vous ne pouvez pas annuler une dette avec une autre dette, parce que vous remplacez une relation de confiance par une autre relation de confiance. En revanche, vous pouvez annuler une dette par un transfert de monnaie, parce que ça détruit toute forme de relation de confiance. Chacune des parties qui sont impliquées dans la relation de crédit-débit peut faire sa vie dans son coin et ne plus jamais avoir de relation avec l'autre parce qu'il y a eu l'annulation de la dette par l'utilisation d'un support qui ne requiert la confiance de personne et qui va pouvoir être utilisé auprès d'autres personnes sans avoir à invoquer quelque forme de confiance que ce soit. Et donc, c'est ça qui différencie fondamentalement la dette et le crédit. Il y a beaucoup d'écoles économiques qui ont envie de nous faire croire que la monnaie a toujours été de la dette. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Ce que j'essaie d'expliquer là, c'est que on a utilisé des formes de dette en lieu et place de la monnaie parce que la monnaie qui a été choisie par le marché, qui était l'or, a quand même certains défauts et certaines limitations, notamment sur la portabilité, la divisibilité, la vérifiabilité. Et du coup, ça crée une motivation pour qu'il y ait des formes de certificats, des formes de monnaie fiduciaire, des formes de monnaie crédit qui circulent dans l'économie plutôt que de la hard money, plutôt que de la monnaie dure, facilement vérifiable et qui, encore une fois, ne demande aucun intermédiaire fiduciaire pour son fonctionnement. Et, et donc, du coup, c'est pas du tout que la dette a toujours été de la monnaie ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est les limitations de ce qu'on avait à notre disposition comme commodities sous la main pour faire office de monnaie, qui nous ont quasiment obligés à utiliser des instruments de crédit de manière à pouvoir profiter au maximum des bienfaits de la division du travail. À aucun moment, on a intérêt à utiliser de la dette comme monnaie parce que, encore une fois, quand on cherche à obtenir de la monnaie, on cherche à obtenir quelque chose qui est résistant à la censure, qui ne demande aucun intermédiaire et qui n'est pas un bien de crédit, qui n'est pas un bien fiduciaire. C'est quelque chose qui doit pouvoir être utilisé même entre des ennemis. Normalement, si quelque chose est une monnaie, vous pouvez payer vos ennemis avec. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'histoire l'or au milieu de toutes les guerres parce que
quand vous êtes dans une situation de guerre, vous n'avez aucune garantie sur la solvabilité future de la personne à qui vous fournissez des ressources. Et à ce moment-là, tout le crédit disparaît et le seul truc qu'on peut utiliser pour réaliser des transactions, c'est l'or. Et c'est pas pour rien. Du coup, désolé, je sais que ça fait beaucoup d'un coup. Je regarde juste rapidement mes notes pour vérifier si j'ai bien abordé tous les points que je voulais aborder. Il me semble que c'est à peu près le cas. Juste une dernière chose, du coup, si c'est peut-être pas clair sur ce que je viens de dire, cette nécessité d'utiliser quelque chose qui est plus divisible, plus portable, etc., en lieu et place de l'or pour effectuer les transactions, c'est aussi exactement ça qui finalement a introduit la possibilité d'un système à réserve fractionnaire, parce que, encore une fois, comme les gens n'allaient pas réclamer la rédemption de leur or de manière régulière, les institutions émettrices se sont rendues compte qu'elles pouvaient émettre plus d'or papier qu'il n'y avait d'or dans leur coffre, et donc on s'est retrouvé avec une déconnexion, oui, pardon, entre la quantité de pouvoir d'achat en circulation sous forme de monnaie papier et la quantité de monnaie réelle, c'est-à-dire, encore une fois, d'instruments au porteur cash et pas par opposition à instruments fiduciaires. Maintenant, il n'y a pas, encore une fois, de fatalité dans l'existence du système à réserve fractionnaire, c'était juste une limitation des moyens technologiques qu'on avait à notre disposition. Si on s'imagine ce à quoi ressemblerait un système financier sur un Bitcoin standard, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'on ait des institutions qui émettent des bouts de papier backés par des Bitcoins. Tout simplement parce que ces fameux bouts de papier, ces lettres de change, ces certificats de dépôt, ces billets de banque, vous appelez que ça comme vous voulez, ce sera jamais meilleur qu'une transaction Lightning. Ça aura jamais plus de divisibilité, ça aura jamais plus de portabilité et ce sera jamais plus facilement vérifiable qu'une UTXO lockup dans un hashtime lock contract ou un PTLC sur Lightning. C'est-à-dire que ce sera jamais un meilleur moyen de paiement qu'une transaction Lightning. Et donc, par définition, on peut imaginer que on n'ait pas besoin de réintroduire de la réserve fractionnaire dans un système qui fonctionnerait avec un Bitcoin standard, ce qui est hautement désirable parce que ça permettrait de minimiser les cycles économiques et donc également de s'épargner toutes les conséquences délétères qu'ils ont, ce que du coup on va expliquer dans le troisième épisode de la série, même si je sais qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui ont assisté au space sur le sujet qu'on a déjà fait. Mais du coup, si vous voulez un peu mieux comprendre tous ces sujets-là, je vous invite à aller sur le site de Roxit, Découvre Bitcoin, pour écouter l'épisode 3 qui sortira bientôt et dans lequel j'explique toute cette dynamique de cycle économique qui est un des résultats principaux de l'école autrichienne d'économie. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'éléments d'un coup et que j'ai dit beaucoup de choses. Euh, euh, Si vous avez des questions ou vous voulez qu'on ouvre une discussion sur Bitcoin, sur tout ça, c'est le moment. Je vais peut-être juste terminer ce long monologue par une phrase finalement qui, moi, me semble pas mal résumer tout ça, qu'on doit à Yves Chouet-Fati, qui est le directeur de Tobam, un fonds d'investissement, et qui avait dit l'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Bah, c'est un peu cette dernière idée que j'essaie de faire passer, c'est-à-dire que finalement, l'or avait pas mal de défauts qui limitaient sa vendabilité spatiale et sa divisibilité, sa possibilité à être vendable à différentes échelles. Et c'est des défauts qu'a pas Bitcoin. Et donc, a priori, il n'y a pas de raison que un système financier tel que le nôtre, qui historiquement a été basé sur l'or, ressemble à un système financier futur qui, lui, serait basé sur Bitcoin. Et c'est fini pour la partie 2 de ce cours sur l'économie autrichienne réalisé par Théo. Un immense merci à lui, donc n'hésitez surtout pas à lui mettre des commentaires dans la description et lui mettre un petit like. La discussion a suivi avec quasiment 1 heure de freestyle où on a parlé de la monnaie, du rôle de la monnaie, de la compétition des monnaies, de la place que Bitcoin prendra dans le monde, de la géopolitique, des sanctions étatiques, comment est-ce que les États vont devoir réagir à l'apparition finalement, et l'impossibilité de détruire Bitcoin, l'évasion de capitaux, etc. C'est une discussion extrêmement intense, très bitcoiner, mais qui est fort intéressante pour ceux qui voudraient approfondir finalement le thème et la notion de monnaie
dans le monde de demain, sachant que Bitcoin existe et il peut pas disparaître. Donc ce sera dans la description pour le lien, sinon c'est juste après sur YouTube ou sur le site internet Découvre Bitcoin classique. Je l'ai séparé en deux parce que comme ça c'est un petit peu plus agréable pour tout le monde et ça permet de mieux diviser. Dans tous les cas, si vous avez une question, posez-la dans la description. Théo et moi, on va se faire un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup à vous de soutenir le projet. Merci au Patreon. Merci à Théo de faire ce cours. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 3 sur les cycles économiques et finalement pourquoi est-ce que la distorsion du prix à cause des taux d'intérêt mène à des crises économiques toujours qui vont s'aggraver à travers le temps, de plus en plus graves, de plus on détruit en fait les tissus même de l'information économique, à savoir le prix. En espérant que ça continue à vous plaire. Comme vous savez, Découvre Bitcoin offre tout son contenu gratuit. En l'occurrence, c'est pas prévu, mais petite promo pour Théo. Théo a lancé récemment l'Institut Bitcoin.fr, qui est un site qui veut accompagner les personnes désirant de mieux comprendre Bitcoin à travers des formations, évidemment pour lui du coup payantes, mais un petit peu plus personnalisées. Donc voilà, si vous êtes plus un profil qui veut un accompagnement un peu plus pro, un peu plus poussé et qui veut quelqu'un qui l'accompagne, Théo peut être cette personne. Donc je me permets de le mettre en avant puisque c'est vraiment super les cours qu'il nous donne. Merci à vous, merci de liker, partager et à bientôt.